de volailles françaises pour l'Angleterre. Des rumeurs en bourse et les nationalisables montent en flèche. Hussein de Jordanie à la veille du voyage de Claude Chesson au Proche-Orient. Bonsoir, le système D existe aussi pour l'espace. C'est paradoxal, mais c'est aussi rassurant. Voyageur 2, l'engin spatial qui est passé tout près de Saturne avait perdu ses yeux, c'est-à-dire que ses caméras étaient tombées en panne. Eh bien, par erreur, un technicien a bousculé la machine sans le vouloir et tout est reparti. Un petit peu comme le coup de pied dans la machine à laver en panne. Mais ce qui est fascinant cette fois, c'est que les manœuvres se font à des milliards de kilomètres de distance. Les explications de Georges Leclerc, qui lui n'est qu'à quelques mètres derrière moi. Et oui, hélas, Hervé. Mais voici maintenant la plateforme de voyageurs qui est tombée en panne. C'est un des constructeurs qui nous la montre et qui montre comment elle doit pivoter. Toute la journée d'hier, les techniciens ont essayé de réparer cette plateforme en panne, panne dont ils ignoraient jusqu'à présent même la cause. Chance incroyable, un des techniciens appuie par erreur sur la commande qui fait tourner la plateforme 10 fois plus vite que la normale et aux surprises, tout se débloque, mais on ne sait toujours pas si c'est l'ordinateur ou la mécanique qui est en cause. En attendant, Voyageur a rempli à 90% toute sa mission. Voici les gros plans des anneaux de Saturne photographiés hier. Là encore, des mystères et des surprises, comme les anneaux en pulsation, là où avant il n'y avait rien. Bref, une moisson extraordinaire. Très vite, la NASA espère réparer complètement Voyageur 2, qui s'enfoncera alors vers l'infini. Janvier 86, il visitera Uranus et ses anneaux ténus. 3 ans plus tard, Neptune, autre planète géante située aux limites du système solaire. Notre ambassadeur de l'infini aura alors accompli une des plus belles missions d'exploration que les terriens aient jamais lancées. 1,7%, c'est le chiffre de la hausse des prix en juillet. Ce n'est pas une surprise puisque l'INSEE avait déjà laissé entendre il y a une dizaine de jours ce chiffre. Ce n'est pas une surprise non plus puisqu'on savait que l'indice de juillet devait intégrer la hausse des tarifs publics et celle des carburants surtout. Ajoutez à cela les augmentations des prix alimentaires, les fameuses hausses sur les lieux de vacances et vous aurez ce résultat 1,7%. Conséquence immédiate, le SMIC sera automatiquement revalorisé au 1er septembre. Le taux horaire va passer à 17,34 francs, c'est-à-dire 3,7% d'augmentation. Cela porte le SMIC à 3 017 francs par mois pour 174 heures de travail. Mauvaise nouvelle pour les aviculteurs français, ceux qui produisent des œufs et de la volaille. Les Anglais veulent interdire à partir du 1er septembre l'importation de volailles et d'œufs, sauf ceux qui viennent du Danemark, d'Irlande ou de Suède. Le prétexte, une nouvelle politique sanitaire pour combattre une maladie appelée la maladie de Newcastle. La maladie de Newcastle, elle a disparu de nos élevages depuis 1976, affirment les aviculteurs. Et ils ajoutent, cette maladie c'est un prétexte. Les entreprises françaises sont plus performantes, nos prix plus compétitifs. La Bretagne, par exemple, possède une production de haute technicité, proche des lieux d'abattage, d'où des prix de revient très bas. Nos voisins, par exemple, commercialisent 25% de leur dinde en découpe, nous en commercialisons 90% en découpe. Ces chiffres reflètent bien notre avance technique. Les Britanniques ont un réflexe protectionniste, déclare le ministère de l'Agriculture à Paris. C'est un coup porté au marché commun, fin de citation. Les aviculteurs français sont d'autant plus en colère que depuis quelques mois, ils étaient passés à l'offensive. Offensive qu'on pourrait appeler dinde de Noël française dans tous les foyers d'outre-Manche. Les bateaux, avec leur cargaison de dinde, devaient commencer à partir début septembre vers l'Angleterre. La coïncidence des dates est frappante. Cette décision britannique pourrait avoir de graves conséquences pour les producteurs de certaines régions proches de la Manche, producteurs plus spécialisés dans l'exportation vers la Grande-Bretagne. Nouveau cri d'alarme d'André Bergeron pour l'UNEDIC et l'assurance chômage. Le numéro 1 de Force ouvrière s'alarme pour le déficit de cet organisme. Demain, un conseil interministériel va en tout cas s'atteler au problème. Comment fonctionne l'UNEDIC et comment arriver à équilibrer ses comptes? Martine Gilson. L'UNEDIC, c'est une grosse tirelire remplie par 3 sortes de financiers. Les plus gros pourvoyeurs, les patrons. Ils verseront en 81 24 milliards de francs. Ensuite, l'État, 17 milliards de francs. Dernier pourvoyeur, les salariés, 6 milliards de francs. Total des recettes pour 81, 47 milliards de francs. Le drame, cette année, c'est que les dépenses s'élèveront, elles, à près de 53 milliards de francs. Résultat, un trou de 6 milliards environ. Cause du déficit, l'augmentation du nombre des chômeurs indemnisés. Ils étaient près d'1 400 000 au mois de juillet dernier, contre moins d'1 million en juillet 80. Pour combler le trou, il n'y a pas 36 solutions. La plus facile serait de majorer les cotisations des salariés et des chefs d'entreprise. Cette majoration susciterait le tollé et des syndicats et du CNPF. Facile aussi de penser à une participation plus grande de l'État.
Seul problème, le budget n'est pas extensible à merci. Troisième solution, l'emprunt. André Bergeron en a lancé l'idée, le CNPF est pour, la CFDT contre, et Jacques Delors n'y est, semble-t-il, pas favorable. Autre solution, réduire les dépenses, sans diminuer les prestations. On pourrait retirer du budget de l'UNEDIC les dépenses des pré-retraites, près de 20 milliards de francs. Problème, on alourdirait d'autant les dépenses de la sécurité sociale. Dernière hypothèse, trouver de nouveaux cotisants. Et l'on pense immédiatement aux fonctionnaires. Une recette comprise entre 4 et 5 milliards de francs. Jean Auroux, le ministre du Travail, est plutôt pour. Anicet Le Pors, ministre de la fonction publique, n'en veut pas, suivi en cela par la CGT. En revanche, EFO et la CFDT, elle, ne l'excluent pas. Le Conseil interministériel de demain va passer au crible l'ensemble de ces hypothèses. Il est probable qu'il ne tranchera pas tout de suite. En attendant, l'UNEDIC ne mettra pas la clé sous le paillasson et les chômeurs continueront d'être indemnisés. À la bourse, nouvelle flambée des valeurs nationalisables. Il s'agit des actions des sociétés comme Rhône-Poulenc, par exemple, que le gouvernement va nationaliser prochainement. Depuis 3 jours, il y a beaucoup d'acheteurs pour ces titres à la bourse et le résultat, c'est que, à la surprise générale, en 3 jours, donc la cote de ces actions a grimpé de 20%. À la base de tout cela, Philippe Sassier, des rumeurs concernant les projets du gouvernement sur l'indemnisation des actionnaires. Mais ça, des rumeurs, on n'en manque pas et la bourse adore ça. Elle aime ça autant qu'on aime les papotages dans les salons de thé. Mais ce matin, la Correspondance économique, un journal spécialisé, a sorti un texte qui serait le projet de loi concernant les 5 grands groupes nationalisables. Réaction pincée de Matignon qui n'apprécie guère ce genre de fuite et qui dit c'est un document de travail parmi tant d'autres, il ne préjuge pas des décisions qui seront prises. Mais depuis Beaumarchais, Hervé, on sait bien que les rumeurs ont la vie dure et puis le jeu en vaut la chandelle. La capitalisation, c'est-à-dire la valeur des sociétés nationalisables en bourse, représente plus de 30 milliards de francs et on estime à environ 5 millions le nombre des Français qui, d'une façon ou d'une autre, sont intéressés par la bourse. Bon, mais alors, en admettant qu'il n'y ait pas de fumée sans feu, qu'est-ce qui intéresse les boursiers dans ces rumeurs ? Écoutez, le problème numéro 1, en dehors de toutes les autres considérations économiques et financières, est comment indemniser les actionnaires. Alors, le gouvernement a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas spoliation, ce qui fait que les titres des nationalisables remontent depuis quelques jours, elles étaient sous-cotées, et sans entrer dans les détails, il y a eu une phrase dans le texte publié ce matin qui a retenu l'attention. Les actions des nationalisables seraient transformées en obligations dont le taux d'intérêt serait égal au taux de rendement des emprunts d'État à taux fixe sur le marché secondaire. Alors, je vous accorde que ce jargon administratif et financier n'est pas très poétique, il est hermétique, mais cela signifie que ces taux auxquels ils sont faits allusion sont actuellement élevés et que donc il pourrait y avoir une bonne opération à faire pour les porteurs d'actions des nationalisables qui ont actuellement pour ces actions les yeux de Chimène Paul-Rodrigue. C'est un petit peu trop beau pour être vrai, non ? Ben écoutez, peut-être, et cela pour 2 raisons. La première, ça coûterait cher à l'État et donc aux contribuables chaque année, donc rien ne dit que cette formule sera véritablement retenue. Deuxièmement, quelle sera la valeur nominale, c'est-à-dire le prix des obligations. Là, tout dépendra de la période de référence qui sera utilisée pour calculer la valeur des actions. Eh bien, actuellement, selon les hypothèses, ça va de 3 ans à 6 mois avec des variantes. Actuellement, en tout cas, on peut dire que les spéculateurs jouent un petit peu à la loterie. Le gouvernement n'est pas encore tranché. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement prépare des réformes pour l'épargne. Oui, d'abord, il s'inquiète actuellement de la baisse des nouveaux dépôts dans les caisses d'épargne. Une commission de 10 membres vient d'être constituée pour étudier les problèmes généraux de l'épargne. Elle rendra ses conclusions le 30 mars prochain. En tout cas, on peut dire que certains régimes fiscaux seront revus et corrigés et que certaines décisions pourraient déjà être prises à l'intérieur du budget 1982. Merci Philippe. Toujours à propos des nationalisations, j'ajoute que le PCF ne veut pas faire de surenchère, c'est ce qu'affirme un membre du comité central du Parti communiste, donc dans les colonnes du journal Révolution. Il y a un décalage entre les positions socialistes et communistes, dit-il, mais nous ne ferons pas de surenchère, nous respecterons le suffrage universel. Enfin, économie toujours, avec cette usine alsacienne qui a passé la frontière. Elle appartenait à un patron allemand, il s'était installé dans un petit village du nord de l'Alsace, Gundershof. Il vient d'en repartir précipitamment avec toutes ses machines et tous ses outils. Les ouvriers sont revenus de vacances et ils ont trouvé les bâtiments vides. Et ce n'est pas la première fois que cela se passe en Alsace. C'est l'Alsace en effet qu'avait choisi M. Müller pour installer son usine, aujourd'hui occupée par ses employés. Mais en fait, la société était basée au Liechtenstein, fiscalité oblige, et la société mère en Allemagne. Rien de plus facile alors pour M. Müller que d'embarquer ses machines les plus productives, laissant derrière lui bâtiments en location et employés. Ici, nous sommes dans la partie de l'imprimerie où il y avait 2 machines pour imprimer ces semelles. Alors là, il ne reste plus rien. Non.
ils sont tous déménagés pendant le week-end. Alors combien de machines au total sont parties? Il y en a 4 machines en très bon état qui sont parties et qui produisent maintenant en Allemagne à Detmold. Seule trace de ce départ précipité, une lettre de convocation pour le comité d'entreprise le 31 août. À l'ordre du jour, la liquidation de l'entreprise et des mesures de licenciement collectif. Une solution bien cavalière pour ce tenant d'un capitalisme sauvage qui se joue à la fois des législations, des frontières et des emplois. C'est la tactique patronale. Je vous dirais qu'ils ont maintenant empoché les primes de création à l'emploi. Ils ont fraudé le fisc. Donc ils ont ramassé le plus d'argent possible et ils ont rapatrié les machines. Alors en attendant une solution, on continue à occuper? Nous continuons à occuper en attendant une solution et que nous espérons venir très rapidement quand même. Nouvelle protestation des écologistes contre la centrale de La Hague et le retraitement des déchets nucléaires. Brice Lalonde a tenu une conférence de presse ce matin avec d'autres organisations. Il a affirmé qu'en attendant le débat sur le nucléaire, la France pouvait très bien arrêter de recevoir des déchets radioactifs d'autres pays. Politique, une réponse de Jean Popren à Michel Dornano. Le secrétaire national du PS estime que l'ancien ministre, dans ses critiques, se trompe sûrement de président. Puis du côté de l'opposition, l'Université des jeunes démocrates sociaux, depuis 4 jours à Rennes, les jeunes du CDS planchent pour mettre au point une nouvelle stratégie de leur mouvement dans l'opposition. Ils ont déjà reçu la visite de René Monory et de Bernard Stasi. Demain, c'est Jean Le Canuet qui clôturera leurs travaux. Le reportage de Jean-Michel Mercurol et Philippe Peter. Un séminaire politique sous le soleil d'août, les jeunes du CDS ont fait délaisser leur planche à voile à quelques 400 participants. Militants confirmés, sympathisants, élus, tous se sont retrouvés. Objectif, la poursuite du combat politique. Le CDS va être le parti de l'opposition qui va affronter le plus durement les prochaines élections cantonales à partir du moment où le plus grand nombre de sortants appartiennent à nos rangs et que nous sommes le premier... Emploi du temps serré, ambiance studieuse, ici on parle implantation, recrutement, formation, méthode. Nous ne sommes pas là pour jouer les revanches électorales, dit-on, mais bien pour se situer, se placer maintenant ailleurs, quelque part entre l'ancienne majorité et la nouvelle. Nous devons prendre du recul à la fois par rapport à l'action menée par le gouvernement Chirac et Barre. Il faut aussi savoir prendre du recul par rapport à l'action menée par Mauroy, savoir trouver les aspirations des Français dans les années 1980 et essayer de trouver des solutions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus proches des Français. Alors, lorsque vous avez préparé le texte que vous allez insérer dans le journal électoral que vous êtes en train... On se veut résolument moderne au CDS. Technique de l'ordinateur pour rédiger les journaux, les tracts, les fichiers. Mais bien faire connaître son message, les jeunes démocrates sociaux le savent, cela passe aussi aujourd'hui inévitablement par l'épreuve du magnétoscope. C'est pourquoi, en effet, les planteurs préfèrent l'extrême. Chacun s'exerce devant les caméras aux phrases courtes et percutantes. Entraînement intensif parce que les JDS, les moins de 35 ans du CDS, sont les forces vives du centrisme. Très vite, ils seront directement versés dans la politique active. Ils seront cadres, candidats, responsables. Pour eux, l'échec électoral de mai ne sanctionne pas du tout la faillite du centrisme. La décentralisation, disent-ils, c'est l'exemple même d'une idée centriste incomplètement reprise par les socialistes. Autrement dit, il s'agit moins maintenant pour le CDS de rechercher l'initiative spectaculaire que de renouveler son langage et d'approfondir son projet politique. Nous sommes dans l'opposition maintenant. Nous ne sommes plus tenus par les contraintes du pouvoir. Eh bien, l'opposition doit être l'occasion d'une sorte de pèlerinage aux sources, de réfléchir sur notre doctrine, d'approfondir notre doctrine et de savoir comment elle nous amène à nous situer par rapport aux problèmes d'aujourd'hui, par rapport aux difficultés de notre temps, par rapport aux aspirations de nos concitoyens. C'est par un retour à la doctrine que nous allons affirmer notre présence et, je l'espère, rayonner notre message, et non pas du tout par je ne sais quelle initiative spectaculaire venant de je ne sais où. Confiant avant tout en ses propres forces, le CDS veut aborder sereinement ce qu'il appelle sa cure de rajeunissement dans l'opposition.
Charles Fitterman contre les codes en ville, c'est une surprise, mais le ministre des Transports a estimé tout à l'heure à titre personnel que les codes en ville étaient une absurdité. Il va se concerter donc avec les autres ministres concernés pour envisager leur suppression. Charles Fitterman a fait cette déclaration au cours d'une opération de prestige pour la SNCF avec en vedette le Cévenol, un train qui relie Paris à Nîmes, puis à Marseille par le chemin des Écoliers ou plutôt par ces très belles régions du centre de la France. Charles Fitterman, le ministre des Transports, était dans le train avec 3 autres membres du gouvernement et il a aussi réaffirmé que la SNCF ne fermerait pas les petites lignes. L'actualité à l'étranger avec d'abord l'Irlande du Nord. Peut-être un déblocage dans le drame des grévistes de la faim. D'un côté, Margaret Thatcher, le Premier ministre britannique, pourrait faire des concessions aux prisonniers catholiques républicains, par exemple sur le droit de porter leurs vêtements. Et puis, de l'autre côté, les prisonniers eux-mêmes limiteraient leurs mouvements. Mais Margaret Thatcher a toutefois refusé de recevoir leur représentant, le député Owen Caron. En France, aujourd'hui, il y a eu plusieurs manifestations de soutien aux grévistes de la faim irlandais. À Paris, par exemple, vous le voyez sur ces images, la CGT a manifesté. À Rennes aussi, une trentaine de militants CGT ont retardé le décollage d'un avion pour Londres. La France et le problème du Moyen-Orient. Demain, Claude Cheysson, le ministre français des Relations extérieures, sera en Jordanie. Première étape d'un voyage dans toute la région. Le roi Hussein de Jordanie est à Paris. Il a rencontré les dirigeants français. Il sera notre invité dans quelques instants, en direct depuis sa résidence parisienne, aux côtés de Paul Naon. Mais auparavant, des explications sur le roi Hussein et la position de son pays dans le conflit du Proche-Orient. Hussein, roi de Jordanie depuis 1955. Un homme dynamique et sportif. Excellent tireur, il se sépare rarement, dit-on, de son revolver quand il est à Amman. Il a failli être tué en 70 au mois de septembre quand les fédayines palestiniens ont déclenché contre lui une insurrection qui fut durement réprimée. Cette attitude lui attire l'hostilité des pays arabes qui le considèrent alors comme l'allié le plus sûr des Occidentaux. En 1977, lorsqu'Anwar el-Sadat entreprend sa visite historique à Jérusalem, visite qui va déboucher sur les accords de Camp David, Hussein perçoit la menace que la paix séparée égypto-israélienne fait peser sur son pays. Il pense que le règlement du problème palestinien risque de se faire sur son dos par la création d'un État dont la capitale pourrait bien être Amman. Hussein opère alors un retournement spectaculaire de sa politique. Il rallie le bloc des pays arabes qui refusent les accords de Camp David, le front de la fermeté, et le 3 novembre 1978, à Bagdad, on le verra aux côtés de celui qui fut longtemps son ennemi intime, le président syrien Hafez el-Assad. Depuis lors, ses relations avec les USA n'ont cessé de se dégrader et Hussein a même entamé un flirt avec l'Union soviétique. Sur le plan intérieur, il a réussi à maintenir le calme en faisant participer les Palestiniens à la gestion du pays. Au dehors, il a recouvré tout son prestige dans le monde arabe et il a d'excellents rapports avec l'OLP. Invité de notre journal, donc, le roi Hussein de Jordanie. Majesté, vous venez de rencontrer à Paris la plupart des dirigeants français. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que vous souhaitez une initiative française ou européenne dans le conflit du Proche-Orient? Je ne pense pas qu'il y ait une initiative de la part de la France ou de l'Europe. Mais j'espère, comme beaucoup d'autres dans notre partie du monde, que l'Europe et la France vont continuer à faire une contribution pour qu'il y ait une paix juste et durable dans notre partie du monde, et notamment en définissant les principes importants et en posant les fondements de cette paix. Majesté, le président Anwar el-Sadat et le Premier ministre Menachem Begin viennent, vous le savez, de se rencontrer à Alexandrie, en Égypte, dans le cadre des accords de Camp David. Alors je voudrais vous demander si vous, personnellement, vous restez toujours opposé à ces accords, à ce processus de paix. La situation est telle que le problème vraiment reste posé. Je ne pense pas que le processus qui existe jusqu'à présent va pouvoir résoudre le problème.
quoi qu'il arrive. D'autres peuvent penser que beaucoup de progrès ont été réalisés, mais moi, pour ma part, je pense qu'il y a une grande instabilité dans notre partie du monde, et c'est le fond du problème palestinien, et c'est vraiment le grand problème de la rive occidentale et de Jérusalem, de Gaza et d'autres territoires occupés. Il y a une injustice qui a été subie par le peuple palestinien qui est tout à fait intolérable. Il y a un manque de progrès vers une paix globale. On ne reconnaît pas les droits des Palestiniens à leur liberté, à leur droit de s'exprimer sur le sol de la Palestine. Le problème donc reste tout à fait posé. C'est un problème de grande actualité et je crois qu'il faut s'attaquer à ces problèmes comme on n'a pas fait jusqu'à présent. Majesté, si un éventuel accord se faisait entre Israéliens et Palestiniens, ne craignez-vous pas que cet accord se fasse contre vos intérêts propres? À savoir, et vous le savez, que certains dirigeants israéliens estiment que la Palestine, après tout, c'est chez vous qu'elle doit avoir lieu. C'est chez vous, dans votre territoire. Le problème de la Palestine est un problème qui concerne le peuple palestinien et leurs droits sur leur propre territoire. C'est sur le sol de la Palestine que le problème doit être résolu. Et je ne pense pas qu'Israël puisse se mettre d'accord avec les Palestiniens. Lorsqu'on dit que les Palestiniens accepteront telle ou telle chose, cela ne peut se faire que dans les conditions de liberté, que dans le respect de la résolution 242. On ne peut pas imposer par la force la loi. Les Palestiniens doivent décider de leur propre avenir. En ce qui nous concerne, nous sommes pour les Palestiniens, pour la cause palestinienne. C'est un grand mouvement, une grande révolte, et je ne pense pas qu'en Israël ou ailleurs, ceux qui estiment qu'il serait possible d'induire en erreur les Palestiniens, de les détourner de leur recherche de la paix sur leur propre sol, vont réussir. Majesté, très brièvement, l'Arabie Saoudite a présenté un plan de paix pour le Proche-Orient. Que pensez-vous de ce plan de paix? Je n'ai pas vu de plan en tant que tel présenté de cette manière. Il y a différentes positions, différentes attitudes. C'est la façon dont s'expriment les Saoudiens. Il peut s'agir même de l'expression des Arabes, mais c'est un autre exemple des initiatives qui ont été entreprises en vue de parvenir à une paix juste et durable. Mais je pense que cette question sera à l'ordre du jour de la réunion au sommet des États arabes pour voir comment nous allons pouvoir traiter de ce problème. Nous allons évidemment entrer dans les détails du problème pour voir ce qu'il faudra faire, ce qui s'impose. Majesté, je vous remercie. Merci. Merci, Majesté. En bref, dans l'actualité, à l'étranger toujours, la Pologne. Nouvelle polémique entre Solidarité et le gouvernement. Solidarité hausse le ton. Le syndicat de Lech Walesa menace de ne pas ouvrir les portes de son congrès à la télévision. Il craint que les journalistes de la télé officielle ne le retransmettent pas avec assez d'objectivité. L'Iran. Téhéran a réitéré sa demande d'extradition du commando de la vedette Tabarzine. Et puis enfin l'Angola. Le gouvernement de Luanda demande la convocation du Conseil de sécurité de l'ONU. Des militaires sud-africains ont franchi la frontière et ont pénétré en Angola pour poursuivre des groupes d'extrême gauche. Et tout à l'heure, l'aviation sud-africaine a effectué des bombardements en Angola. Jean-Pierre Biondi. Pour le chef du gouvernement de Pretoria, Pik Botha, qui ne peut nier l'entrée de son armée en Angola, il s'agit d'une opération de poursuite contre des terroristes et en aucun cas d'une invasion dirigée contre le peuple angolais. Au contraire, selon le gouvernement de Luanda, les 2 colonnes blindées sud-africaines ont pénétré à 200 km au-delà de la frontière et les combats font rage autour de la ville de Njiva. Pretoria aurait pour objectif des rampes de missiles qui pourraient avoir été implantées à 400 km au nord. En fait, les incursions des troupes de Pretoria venues de la Namibie voisine durent depuis que l'Angola est indépendant.
En juin 80, une attaque identique des Sud-Africains avait tenté de détruire l'infrastructure de la SWAPO, le mouvement de libération de la Namibie. Des combats brefs mais violents s'étaient produits avec, comme aujourd'hui, intervention aérienne. L'ampleur de l'actuelle opération est telle que l'affrontement prend maintenant une dimension internationale. Luanda a porté l'affaire devant le Conseil de sécurité et demandé l'appui de Fidel Castro, leader des non-alignés, et du Kenyan Arap Moi, président de l'OUA. Quant au secrétaire général de l'ONU, Kurt Waldheim, il a écourté ses vacances en Autriche pour regagner New York. Enfin, si Washington déplore l'incident sans condamner formellement le gouvernement de Pretoria, Paris a désavoué une intervention considérée comme une atteinte à la souveraineté d'un pays indépendant. Alors, est-on au début d'une vraie guerre? Apparemment, Pretoria cherche un rapport de force favorable à l'approche de l'indépendance de la Namibie, afin de ne pas être conduit à un tête-à-tête avec la SWAPO. Pour cela, il lui faut donc d'abord gagner sur le terrain. Retour en France avec l'affaire de la tuerie d'Oriol. Journée importante aujourd'hui puisque le juge d'instruction entendait Pierre de Bizet, le grand patron du SAC. Il a été entendu toute la journée par Madame Françoise Laurence Guérin. Pour l'instant, rien n'a encore filtré. Mais il y a de nouvelles rumeurs à Marseille. On parle d'autres disparitions mystérieuses. Isabelle Béchler. L'interrogatoire de Pierre de Bizet chez le juge Françoise Laurence Guérin se prolonge au-delà de ce que l'on pouvait attendre. Selon toute vraisemblance, le juge essaie de faire la lumière sur l'affrontement des clans Massier contre Maria au sein du SAC des Bouches-du-Rhône. En effet, outre l'élimination de Massier qui s'est effectuée dans le bain de sang que l'on sait, un autre membre de ses amis a disparu depuis 3 mois. Il s'agit d'Yves Courtois, trésorier local de l'organisation. Mais ce n'est pas tout. La police a enquêté sur tous les membres du SAC figurant dans le fameux fichier remis par Marina Massier au juge d'instruction. Et il apparaît aujourd'hui qu'un autre homme a disparu depuis février 1980. C'est un patron de bar marseillais de 35 ans, Claude Castellanos, ami de Massier et de Courtois, comme par hasard. Et selon la police, 4 autres membres du SAC du département auraient également disparu. Un contexte particulièrement nauséabond qui expliquerait la longueur de l'audition du patron du SAC. Un sondage de François et de l'IFOP sur la télévision, il montre un goût croissant des Français pour les émissions culturelles. 65% des réponses sont favorables à ce type d'émission. Sport avec la voile, la course autour du monde, elle va partir samedi prochain à Plymouth en Angleterre. 31 bateaux vont la disputer et pendant 8 mois et 4 étapes, ils vont tenter d'être les plus rapides pour faire le tour de la mer à la voile. Parmi eux, 6 bateaux français. Une hiérarchie des épreuves de voile, la course autour du monde arriverait certainement en tête, tant par la durée que par les difficultés très diverses qu'elle propose. Une épreuve qui en est à sa 3e édition. Elle a lieu tous les 4 ans et qui est arrivée à son âge de maturité. Les 31 bateaux présents à Portsmouth sont tous des voiliers de course hyper sophistiqués et plus comme en 1973 et encore un peu en 1977, des bêtes de croisière alourdies par des aménagements luxueux. Les meilleurs marins du monde sont là. Tabarly, Cheblis, Leslie Williams, Cordelius van Richthofen, les jeunes loups, Gabet, Loiseau, Poupon et tant d'autres. Ils seront donc 31 samedi au départ, 31 monocoques dont la taille varie de 14 à 24 mètres. Les plus gros préféreront gagner en temps réel, c'est-à-dire couper la ligne d'arrivée avant les autres. Les plus petits, au contraire, viseront le temps compensé, c'est-à-dire un classement qui prend en compte la longueur, la surface mouillée, la surface de voilure, le déplacement et un certain nombre d'autres paramètres. Un classement qui doit en principe mettre à égalité de chances des voiliers de taille, donc de vitesses différentes. Tous vont affronter les mers les plus dures du monde, celles de l'océan Indien et du Pacifique Sud, là où il ne passe qu'un cargo tous les 6 mois. Tous connaissent et mesurent les risques qu'ils prennent. Si on coule, c'est irrécupérable, parce qu'il n'y a pas d'avion, les avions ne peuvent rien faire, il n'y a pas de bateau et les hélicoptères n'ont pas suffisamment d'autonomie. Donc, à mon sens, ce qu'elle apporte en plus, c'est qu'il faut envisager cette course en tant que marin premièrement et coureur au second plan. Et Alain Gabet, un Méditerranéen qui n'a pas peur du risque, surtout pas devant l'océan, a dû plier devant la police maritime anglaise qui lui reprochait d'être sorti du port à la voile et non pas au moteur. Il est difficile de faire des prévisions de temps pour samedi déjà, car la course part samedi, mais Laurent Boussier, en tout cas pour l'instant, le temps reste au beau sur l'ensemble de la France. Oui, encore du beau temps demain, mais attention, l'anticyclone qui nous protégeait s'affaiblit et une perturbation venant de l'Atlantique va atteindre dans les prochaines 48 heures l'extrême ouest du pays.
Avant de nous préoccuper du temps pour demain, regardons les températures, celles qui ont été relevées à 14 heures par la Météo nationale, qui sont presque partout en hausse, presque partout supérieures à 20 degrés, avec même beaucoup de 28 degrés à Marseille, à Toulouse, mais également à Bordeaux, à Pau et à Biarritz. Le temps prévu pour demain, il est encore beau et ensoleillé sur la plupart des régions, avec un petit peu de brume le matin dans le nord et dans le nord-est, et un peu de vent dans la vallée du Rhône. Attention, je vous disais, dans l'après-midi, dans la soirée, quelques nuages vont atteindre l'extrême ouest et ces nuages donneront localement quelques orages. Les températures prévues, eh bien, elles sont très favorables pour la saison. 26 degrés dans le nord, comme vous le voyez, 29 et 31 dans le sud. On est presque revenu aux températures du début du mois. Je vous dirai un mot du temps pour le week-end. Il sera nuageux sur la moitié ouest samedi avec quelques pluies. Et quant à dimanche, ces nuages vont recouvrir l'ensemble du pays, donnant ça et là quelques orages, mais aussi beaucoup de soleil entre ces orages. Enfin, pour terminer notre agenda, demain c'est la Saint-Augustin et le soleil se lève à 7h03. Merci Laurent. Rapidement, parce que nous sommes en retard, les résultats du quartet. Il a secouru aujourd'hui à Deauville. Voici l'ordre d'arrivée. 4, 17, 2 et 6. Vous lisez les rapports sur votre écran, des rapports pour 5 francs. Fin de cette édition du journal. Je vous rappelle les prochains rendez-vous avec l'information. Bernard Rapp en fin de programme. Et puis demain, l'invité d'Antenne de Midi, ce sera Jacqueline Maillan. Passez une excellente soirée. Bonsoir.